Journal de l'Afrique. Évidemment, de l'Égypte, on évoquera avec mon invité l'écrivain égyptien Mira Daridan les répercussions au Maghreb et dans la région. La situation en Égypte qui a été au centre de la visite de François Hollande en Tunisie. Le point avec David Thompson, notre correspondant à suivre. Et puis nous irons en Guinée où le pouvoir et l'opposition se sont enfin entendus sur un scrutin législatif dans 3 mois. On commence avec François Hollande. Oui, François Hollande qui a donc entamé sa visite dans un pays phare des révolutions arabes, la Tunisie, et l'Égypte s'est invité dans ce voyage officiel. Le président Marzouki de centre-gauche allié aux islamistes a condamné la destitution de Mohamed Morsi. François Hollande a été plus prudent, appelant à tout faire pour relancer le processus démocratique. Je demandais à notre correspondant à Tunis, David Thompson, si les islamistes tunisiens étaient effrayés par une éventuelle contagion. Écoutez sa réponse. Pour les islamistes d'Ennahda, souvent considérés comme la branche tunisienne des frères musulmans, la nouvelle de la destitution par les militaires du président Morsi, pourtant démocratiquement élu comme eux, a effectivement fait l'effet d'un électrochoc. Aujourd'hui, le parti a condamné fermement le coup d'État, selon leurs termes, qui viole la légitimité électorale. Hier soir à Tunis, plusieurs de ces cadres étaient réunis pour en débattre. À leurs yeux, il s'agit d'un très mauvais signal, d'autant qu'il fait suite à la forte mobilisation en Turquie contre les islamistes de l'AKP, et 1 an et demi après leur arrivée au pouvoir en Tunisie, les reproches contre les islamistes sont parfois les mêmes que ceux formulés contre les frères en Égypte. Économie toujours en berne, transition politique en retard, hausse de l'insécurité, mais la comparaison s'arrête là. Ici, personne ne croit vraiment en la possibilité d'une contagion d'un scénario égyptien. Certains partis demandent certes la dissolution du gouvernement. Un mouvement Tamarod Tunisie tente même de se mettre en place, mais jusqu'ici, cette opposition n'est jamais parvenue à faire front commun contre les islamistes. Et puis surtout, l'armée, marginalisée sous Ben Ali, n'a pas du tout le même poids qu'en Égypte. Et d'ailleurs, elle n'a jamais montré une volonté particulière de s'emparer du pouvoir en Tunisie. Et David, la visite de François Hollande en Tunisie a été maintes fois repoussée. Finalement, elle intervient maintenant. Quels sont les dossiers chauds entre Paris et Tunis ? Oui, c'est vrai, ces derniers mois, les sources de tension ont été nombreuses entre Paris et Tunis, notamment après ces fameux propos du ministre de l'Intérieur Manuel Valls qui avait dénoncé un fascisme vert, selon ses mots, en Tunisie, après l'assassinat de l'opposant Chokri Belaïd le 6 février dernier. L'ambassadeur de France avait d'ailleurs été convoqué par le Premier ministre islamiste de l'époque en guise de protestation officielle de la Tunisie, et des accusations d'ingérence de la France avaient fusé de toutes parts à l'époque, notamment dans les médias tunisiens. Ingérence, le mot est donc revenu plusieurs fois dans la bouche de François Hollande aujourd'hui. Le président français a répété que la France n'a pas de leçon à donner à la Tunisie. La France doit être, a-t-il dit, à vos côtés. Sans ingérence, vous avez une obligation de réussir car vous êtes une référence pour le monde arabe. Des paroles d'apaisement donc que François Hollande devrait encore prononcer demain matin lors de son discours devant l'Assemblée tunisienne. On en vient à la Guinée. On se félicite à Conakry de l'accord trouvé pour les législatives. Après des mois de manifestations, de violences et de négociations maintes fois interrompues, l'opposition et le gouvernement guinéen se sont entendus sur les conditions de tenue de ces élections législatives. L'accord a été signé mercredi en fin de journée. La date des élections a finalement été fixée fin septembre. Sidi Yansane et Malik Conté. Ça y est, le gouvernement guinéen et l'opposition peuvent désormais afficher leur sourire. L'entente met officiellement fin à plus de 2 ans et demi de blocage politique, de manifestations et de violences qui ont déjà fait entre une dizaine et une cinquantaine de morts. Réunis hier au Palais du Peuple de Conakry, les deux parties ont signé un accord politique global après des négociations ouvertes il y a 1 mois grâce à l'intervention d'un facilitateur des Nations Unies. L'opposition valide finalement le nouveau fichier électoral. De son côté, le gouvernement accepte de prendre en compte le vote des Guinéens de l'étranger. Aujourd'hui, nous sommes très contents et nous sommes sûrs et certains que chacun va mesurer l'importance de cet accord et surtout dans la réalisation. C'est là le problème. Et nous sommes sûrs et certains que le gouvernement mettra tout en œuvre pour que ces élections aient lieu à temps et que toutes les parties soient prenantes. L'opposition se félicite également de cet accord, mais lance tout de même un appel à la Commission électorale nationale indépendante chargée d'organiser le scrutin. C'est très bien de signer les accords, mais il faut aussi que ces accords soient respectés. Il faut que toutes les parties se mettent
Au niveau des défis qui les interpellent, au niveau des enjeux de cet accord politique, et en particulier nous avons interpellé la CENI pour qu'elle soit à la hauteur cette fois-ci et qu'elle ne retombe pas dans ces dysfonctionnements et dans ces travers d'antan. La CENI a maintenant 84 jours pour organiser les législatives qui sont désormais fixées au 29 septembre prochain. En bref et en images, Sonia, ce qui fait l'actualité, les titres de l'actualité africaine. Et tout d'abord, la présidence sud-africaine qui dément l'état végétatif de Nelson Mandela. Pourtant, ce document judiciaire atteste que l'ancien président sud-africain est dans un état végétatif permanent. Il est sous assistance respiratoire pour survivre. Ce document date du 26 juin dernier. La Cour constitutionnelle du Zimbabwe a confirmé la date des élections générales au 31 juillet. Sans surprise, l'instance a rejeté l'appel du gouvernement visant à reporter le scrutin, donnant ainsi raison au président dictateur Robert Mugabe. Un travailleur humanitaire a été tué dans des combats à Nyala, capitale du Darfour du Sud. Il y aurait au moins 2 blessés, tous seraient des Soudanais. Les affrontements ont opposé des éléments de la sécurité nationale et la police des frontières. L'armée soudanaise est intervenue aussi, selon plusieurs témoins. Et nous en venons à présent à l'Égypte. Un inconnu a donc pris la tête du pays. C'est le plus peuplé des pays arabes. Et cet inconnu, le voici. Adli Mansour est un juge. Il était président de la Haute Cour. Il a été choisi par les militaires qui ont poussé Mohamed Morsi vers la sortie. Adli Mansour a prêté serment comme président par intérim de l'Égypte. Il a promis des élections et a lancé un appel aux frères musulmans pour qu'ils participent au processus de transition. Mais la plupart des chefs du parti islamiste sont détenus ou en fuite. Et donc maintenant, c'est une transition délicate qui s'annonce. D'autant plus délicate que le pays semble toujours profondément divisé. Les soutiens du président islamiste n'entendent pas abdiquer. Ils lancent d'ailleurs des appels à manifester demain après la grande prière, tandis que dans l'autre camp, celui de la place Tahrir, on exulte. On veut réorienter cette révolution, pas comme la précédente. La dernière a été orientée par le Conseil militaire, mais pour celle-ci, on a besoin d'un Conseil de transition civil qui puisse changer la Constitution et que cela nous mène à des élections parlementaires et présidentielles. Il s'agit d'un complot ourdi par l'armée et la police. Les policiers et les militaires honnêtes devraient intervenir avant la division de l'Égypte et le déclenchement d'une guerre comme en Syrie. Le président Morsi est le président légitime du pays et il va gagner. L'auteure égyptienne Mira Daridan était notre invitée. On a évoqué ensemble les conséquences éventuelles de cette nouvelle donne. Elle ne voit pas de radicalisation possible des frères musulmans en Égypte, comme ça a pu être le cas. Je faisais référence avec elle au scénario algérien. Ils sont déjà suffisamment radicaux comme ça. En plus de ça, ce que j'entends dire souvent, c'est que le pays est divisé. Il n'est pas divisé. Une très, très grosse majorité était anti-Morsi. Si aujourd'hui, il y a la moindre radicalisation, s'il y a des morts dans les rues, ils vont se faire trucider. Et l'armée est actuellement occupée à les défendre, les protéger. Tellement la population est furieuse. Oui, pourtant Morsi avait été élu démocratiquement. Bon, la démocratie, vous savez, c'est pas un sac de pommes de terre qu'on pose partout de la même manière. En Égypte, c'était des élections, mais truquées. Mira Daridan, si on évoque maintenant le cas de la Tunisie, est-ce que les Tunisiens pourraient reprocher les mêmes erreurs aux islamistes d'Ennahda ? Alors, je ne peux pas parler pour les Tunisiens, mais je crois que ce que je peux dire, c'est que les frères musulmans, c'est tentaculaire. Et ils sont partout les mêmes, avec les mêmes méthodes. Donc, ce que nous avons observé en Égypte, d'une prise de contrôle du pays entier, ils doivent être en train de faire exactement la même chose en Tunisie. Les Tunisiens sont des gens éduqués, ils sont moins nombreux, le niveau d'alphabétisation est beaucoup plus élevé. Voilà, je compte sur eux pour être intelligents, c'est tout. Et Mohamed Morsi avait montré sorti ses muscles au sujet du Nil bleu, de ce barrage, de ce conflit avec l'Éthiopie. Est-ce qu'on lui a fait des reproches sur cette politique-là concernant les eaux du Nil ? Exactement, parce que les muscles, il ne les a pas montrés quand il était justement en réunion sur place. Il les a montrés quand il est rentré et que la presse, vos collègues de la presse, lui ont reproché son silence.
C'est là qu'il s'est réveillé. Et ça, c'est une chose inacceptable. Un président ne réagit pas en faveur de son pays juste parce que son opinion a réagi. Il aurait dû réagir étant là-bas sur place. Et ça fait partie des choses qu'on lui reproche, de même que de céder du terrain au Soudan, ce qu'il a voulu faire pour Haleb et Chaletin, de même que ce qu'il a voulu faire pour le canal de Suez, pour le plateau des Pyramides. C'est inacceptable. Je vous remercie beaucoup, Sonia, pour ce journal de l'Afrique. Merci à vous. À demain à 22h46. Vous restez avec nous dans Paris Direct. Un journal, c'est dans une poignée de minutes.